Un continent, 54 pays et un rêve. Un rêve qui traverse tout un siècle, celui de l'unité. C'est une histoire incroyable, faite de visions parfois folles, de compromis politiques et surtout d'une volonté farouche de se forger un destin commun. Et tout ça, ça commence bien avant les indépendances. On est à Londres en 1900. Imaginez un peu la scène. C'est la toute première conférence panafricaine. Et là, l'évêque James Johnson prononce ces mots. Ce n'est pas juste un souhait en l'air, c'est une graine qui est plantée. Pour la première fois, l'idée d'une Afrique unie, ce n'est plus juste un murmure, c'est une aspiration déclarée à la face du monde. Alors, pour bien comprendre cette quête, il faut revenir à la base, à la racine, le panafricanisme. C'est plus qu'une idée politique. C'est un sentiment très puissant de solidarité. C'est l'affirmation qu'il existe un destin partagé pour tous les peuples d'ascendance africaine, qu'ils vivent sur le continent ou ailleurs. Et ce rêve, il prend de l'ampleur très très vite. À peine 12 ans après cette fameuse conférence de Londres, des pionniers comme Casely Hayford, ils ne parlent déjà plus seulement d'espoir. Non, ils appellent à l'action concrète, à un but commun. L'étincelle est allumée, c'est certain. Ok, le rêve est là, mais la grande question c'est comment on fait pour que ça devienne une réalité ? Avec la vague des indépendances qui arrive, l'idée d'unité devient un vrai projet politique. Un projet super urgent, mais aussi un projet où les visions vont commencer à s'affronter sérieusement. Alors attention, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il y avait un seul plan, une sorte de chemin tout tracé. C'est même tout le contraire. Le continent devient une sorte de laboratoire d'idées avec une véritable explosion de projets fédéralistes. Chaque leader, chaque mouvement y va de sa propre vision d'une Afrique unie. Et cette diversité, elle est absolument fascinante. On a Boganda qui rêve des États-Unis de l'Afrique latine, Nkrumah qui imagine une union ouest-africaine soviétique, et à côté de ces très grandes visions, on a des regroupements plus régionaux qui se mettent en place, comme le RDA ou le PAF-MEXA. C'est une période de bouillonnement intellectuel et politique intense. Au milieu de ce foisonnement d'idées, il va y avoir un événement. Un seul événement qui va agir comme un catalyseur et qui va tout accélérer. C'est un moment charnière qui change complètement la donne pour tout le continent. L'indépendance du Ghana. 1957. Voilà, une date, un tournant décisif. L'indépendance du Ghana, ce n'est pas juste l'histoire de la libération d'un pays. Ça devient le symbole et même le moteur de la libération de toute l'Afrique. Son premier dirigeant, Kwame Nkrumah, a une vision qui dépasse largement ses propres frontières. Pour lui, le Ghana, ce n'est pas une fin en soi, c'est un tremplin. C'est un point de départ pour une mission bien plus grande, l'émancipation totale du continent. Et cette vision, elle se traduit immédiatement par des actes. Accra devient l'épicentre du mouvement. En l'espace de quelques mois à peine, on passe d'une conférence qui veut forger une politique étrangère commune à un appel pour une communauté d'États libres. Et le point d'orgue de tout ça, c'est l'union Ghana-Guinée-Mali, qui est pensée comme l'embryon, le noyau des futurs États-Unis d'Afrique. Mais forcément, cette accélération, elle met aussi en lumière de profondes divisions. Sous cet élan incroyable vers l'unité, deux philosophies radicalement opposées sur l'avenir du continent sont sur le point d'entrer en collision. Et là, le débat est total. D'un côté, on a le groupe de Casablanca qu'on appelle les radicaux, menés par Nkrumah. Leur credo, c'est une union politique tout de suite maintenant. De l'autre côté, le groupe de Monrovia, les modérés, avec des figures comme Senghor. Leur approche est beaucoup plus prudente. Allons-y étape par étape, en commençant par l'économie et surtout en préservant la souveraineté de chaque nation. La divergence est fondamentale. Face à ce risque de voir le continent se diviser en deux, une conférence de la dernière chance est organisée à Addis Abeba en 1963. L'objectif est clair, trouver un compromis, un chemin commun pour éviter la fracture. De cette conférence va naître l'Organisation de l'Unité africaine, l'UA. Mais attention, c'est une unité de compromis. En fait, c'est la vision des modérés qui l'emporte. Le grand rêve d'un super-État fédéral est mis de côté. À la place, on opte pour une coopération entre États souverains basée sur des principes très stricts, la non-ingérence et le respect des frontières héritées de la colonisation. Mais l'unité politique, ça ne peut pas marcher sans un socle culturel solide. C'est l'idée d'africanité que défend Senghor. C'est l'idée qu'il existe un ensemble de valeurs, un héritage commun, qui dépasse les nouvelles frontières et qui existait bien avant la colonisation. Et cette identité commune, elle va être célébrée avec beaucoup d'éclat. On va voir des événements culturels absolument majeurs, comme le Festival des Arts Nègres de Dakar en 1966 et puis le Festival panafricain d'Alger en 1969. Ça devient des vitrines extrêmement puissantes qui affirment au monde entier une créativité et une civilisation commune. Bon, les décennies passent, le monde change, et à l'aube du XXIe siècle, avec la mondialisation et les nouveaux défis,
Le modèle de l'UA commence à montrer ses limites. Le projet d'unité doit être repensé, réimaginé, pour aller plus loin. Le monde s'est globalisé. Face à la compétition économique internationale, face au sous-développement qui persiste, les principes de simple coopération de l'OIA ne suffisent tout simplement plus. L'idée d'une intégration beaucoup plus forte refait surface. Et là, ce qui va changer est spectaculaire. C'est une vraie révolution idéologique. On abandonne le principe sacro-saint de la non-ingérence de l'OUA pour affirmer, avec la nouvelle Union africaine, un droit d'intervention en cas de crime de guerre ou de génocide. Le changement de paradigme est total. Du coup, les ambitions de cette nouvelle Union africaine sont immenses. Il s'agit maintenant d'accélérer l'intégration économique, de promouvoir activement la démocratie et de bâtir de vraies institutions supranationales. Un parlement, une cour de justice, une banque centrale. D'une certaine manière, le vieux rêve fédéraliste des pionniers est de retour, mais sous une nouvelle forme. D'une petite conférence à Londres en 1900 à une union continentale aujourd'hui, le chemin parcouru est juste énorme. Mais la quête, elle, est loin d'être terminée. L'histoire continue de s'écrire sous nos yeux. La vraie question maintenant, c'est qui va écrire le prochain chapitre de l'unité africaine et à quoi est-ce qu'il va ressembler ?